Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 6 de Grandir avec. Avant toute chose, déjà, je voulais vous remercier pour les nombreux retours positifs que j'ai eus pour tous les épisodes précédents. C'est vrai que c'est un plaisir de voir que ça vous intéresse, donc pour ça, merci. Je voulais aussi m'excuser pour le son qui est parfois aussi un peu mauvais. On m'a fait ce retour-là et c'est vrai que c'est un peu délicat aujourd'hui avec le confinement de pouvoir faire les podcasts par visioconférence. Et parfois, le son peut être un peu délicat à gérer. Donc je m'excuse pour ça. Le fond est toujours très intéressant, mais c'est vrai que la forme peut parfois être un peu délicate. Donc, je vais essayer de faire au mieux pour pouvoir proposer le meilleur son possible. Donc, bienvenue dans l'épisode 6. Aujourd'hui, on va sortir un peu du monde du sport. C'était aussi l'objectif en lançant ce podcast de pouvoir assez vite explorer de nouveaux mondes. Et on va aller à la rencontre de Franck Hanez. Franck Hanez, c'est le fondateur de la société SoPress. Donc, cette société, elle gère notamment plusieurs magazines. Les plus connus, c'est Society et SoFoot. Donc, on est dans le monde du journalisme, comment on raconte des histoires, comment on parle de l'actualité, comment on parle du sport aussi, du football. Donc, c'est un entretien hyper intéressant. Je pense que vous allez trouver pas mal de choses qui vont vous plaire. En tout cas, moi, ça a été un régal de le tourner et j'espère qu'il vous plaira. Donc, épisode 6 de Grandir avec Franck Hanez. Bon, ben salut Franck. Merci de. Ouais, ça va et toi, très bien. Merci de me recevoir dans ton taxi du coup. La première partie du coup sera dans le taxi, donc c'est rigolo. Ça montre que tu es encore actif malgré le confinement, donc c'est cool. Ouais, je vais signer des prêts pour la banque. Ah oui, d'accord. J'imagine que ça doit pas être simple pour toi en ce moment d'avancer, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'on essaie de garder tout le monde, d'avoir le même, si possible, la même activité, enfin, en Mhm. tout cas de maintenir un gros de l'activité, au moins pour la presse. Mhm. Et le problème, c'est qu'on on a beaucoup moins de chiffre d'affaires parce que les annonceurs, pour une grande partie, ont déserté. Et puis, notre distributeur fait faillite de presse. Et Ah, donc, du coup, on n'est pas sûr de revoir l'argent des ventes, ce qui est quand même ce qui nous fait vivre. d'accord. Donc, Ah ouais. en ce moment, on a plutôt des chiffres d'affaires qui sont proches de zéro. Mhm. Et des charges qui sont plutôt proches d'1 million. Et ouais, tu m'étonnes. Donc, j'emprunte un peu d'argent à la banque. Waouh, difficile, ouais. Et mais tu restes optimiste quand même pour l'avenir ou? Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais on a une super team et il y a plein d'idées, Mhm. on va lancer plein de nouveaux trucs, mais Mhm. il y a plein de projets, de nouveaux trucs, etc. etc. Donc, j'ai aucun stress pour l'avenir, c'est juste que ça nous ralentit, on va Mhm. perdre un an. C'est Et encore ouais. une année 2020 qui va être pratiquement catastrophique. Mhm. Mais on va se rattraper en 2021, puis en 2022, et puis après, Ouais, on va bon. repartir sur les chapeaux de roue, mais ouais, c'est un petit. Bah, c'est comme tout le monde, hein, Mhm. on trinque. Après, nous, là où on n'a pas de chance, c'est que toutes nos activités sont impactées. C'est-à-dire qu'on a une salle de concert, bon, Mhm. elle est fermée. Mhm. On produit beaucoup de publicités ou de films. Bon, bah, là, du coup, on ne peut pas tourner. Les, euh, les magazines, bah, donc, comme je te disais, sont un peu amputés d'une Mhm. partie de leurs revenus, voire d'une grosse partie de leurs revenus. Il n'y a plus quasiment que les abonnements qui nous rapportent de l'argent. Donc, du coup, ouais, c'est un peu complexe. Et ouais, bon, il faudra rebondir comme tout le monde, hein. Après, c'est vrai que c'est difficile dans tous les milieux. Nous, au sport, c'est un peu pareil. Là, aujourd'hui, on sait même pas comment on va finir la saison, comment ça Ouais, va se c'est passer, ça. quoi. Donc, c'est un peu Dans le compliqué, quoi. sport, Mhm. c'est très compliqué. Mhm. Et bah, du coup, ça va me faire une petite transition pour voir que là, bah, on est arrivé à ce point-là de ta vie aujourd'hui et de ta carrière pro. Et du coup, j'aimerais qu'on fasse un rembobinage total pour Ouais. repartir dès le début, chez le petit Franck. Pour savoir un peu, bah, déjà, moi, ce que j'aime bien demander à mes invités, en tout cas les invités de Grandir avec, c'est bah, dans quel contexte ils ont grandi, le contexte familial, les frères et sœurs, les parents, quelle ville, quel contexte, en gros, dans quel contexte tu as grandi? Alors en fait, donc moi je suis né à côté de Bourges, Mhm. dans un truc qui est 4-5 maisons au milieu de la forêt, c'était assez marrant, euh, avec un grand pylône de télé, Mhm. parce que mon père travaillait dans le pylône en fait. Et donc tu sais, tu as tous les techniciens qui Mhm. bossaient autour du pylône pour réparer, en fait c'est eux qui réparaient le pylône quand il n'y avait plus de télé chez les gens, Mhm. quand il y avait une coupure Ouais. de feu. Du coup, bah, ils montaient dans le pylône et ils réparaient le pylône. Et donc mon père était technicien à l'époque chez TDF, donc Télédiffusion de France. Et, euh, et ma mère avait arrêté de travailler, elle a arrêté de travailler à ma naissance. En fait, elle était coiffeuse. D'accord. Et, euh, et puis elle a arrêté de travailler quand je suis né. Donc je suis né dans ce petit hameau qui s'appelle Neuville et de Clochers. D'accord. Enfin, c'était un petit bout de Neuville et de Clochers.
Voilà, et donc dans le 18. Hein. Et puis mon frère est né aussi là-bas. Donc j'ai un petit frère qui a 3 ans de moins que moi. D'accord. On est nés tous les deux là-bas et moi j'ai peu de souvenirs de 0 à 3 ans. On est resté de 0 à 3 ans à peu près là-bas. Euh, j'ai peu de souvenirs, j'ai vu des photos, j'ai une petite amoureuse à l'époque, elle m'a renvoyé des photos après, etc. Donc c'était marrant. Mais j'ai quand même malgré tout une espèce de truc assez heureux, assez cocooning. En plus, moi j'ai eu la chance d'avoir ma mère qui était toujours à la maison, qui s'est occupée de nous donc on était quand même très protégés en fait avec mon frère à ce niveau-là. Et puis après mes parents ont déménagé, on est parti en Bretagne, à côté de Rennes, on a déménagé plusieurs fois autour de Rennes. Je passais là quand même l'essentiel de ma jeunesse dans un village qui s'appelle Bourg-Barré, qui est un petit village qui devait faire 2000 habitants à l'époque, à 15 km de Rennes. Et mon père grimpait dans les échelons de sa boîte à ce moment-là. Et ma mère était toujours mère au foyer. C'était une enfance très heureuse de petit campagnard à faire du foot toute la journée. Moi, j'ai commencé le foot à 4 ans. D'accord. Je faisais du foot toute la journée. Mon frère aussi. Je voulais devenir footballeur professionnel. J'ai pas souvenir d'avoir eu des épisodes difficiles ou des trucs très complexes. Mes parents n'étaient pas riches du tout, loin de là. C'était un niveau assez moyen. Mais par contre, on manquait de rien. On était vraiment hyper. Et à l'école, tu étais quel genre d'élève? À l'école, j'étais très bon élève et très dissipé. C'est là que j'ai beaucoup fait rire mes petits camarades. Ouais. Mais en même temps, j'avais pas mal de facilité, du coup, j'avais des très bonnes notes. J'étais toujours un peu premier de la classe pendant très longtemps. Je vais sortir. Ouais, pas de souci. On peut vivre en live ce moment. Allez, extraordinaire. Donc non, enfance super, vraiment très très cool et école super aussi. C'était vraiment des super souvenirs en fait. J'avais plein de potes, on se marrait, c'était vraiment très cool quoi. Et ta passion à l'époque, c'était football, donc à fond quoi. Ouais, hyper foot quoi. Vraiment hyper foot. J'ai jusqu'à 16 ans, je pensais devenir pro quoi. Donc j'étais vraiment à fond. Que ça. Et tu vois, les filles sont venues très tard. La musique est venue assez tôt aussi, vers 16-17 ans, je me suis vraiment passionné pour la musique. Et puis j'ai commencé à en faire, etc. Mais sinon, ouais, c'était le foot, quoi. Tout était foot, quoi. Et t'étais rentré dans un club où t'avais commencé à être vraiment au bon niveau? Ouais, je jouais pas trop mal. J'avais un bon petit niveau, je suis en DH. D'accord. À 18 ans. Et donc, ouais, je jouais dans un club qui s'appelait Jarville à l'époque, sur la fin, à côté de Nancy. Dont j'ai gardé quelques camarades, dont Abdeslam Wadou, il y en a plusieurs, la plupart beaucoup de mecs de mon équipe de l'époque sont devenus pros d'ailleurs. Ouais. Ils étaient meilleurs que moi. C'est la conclusion. Et donc, Jarville et Nancy, super équipe, super formateur, un mec qui s'appelait Alain Rigol, qui a formé plein de joueurs pro derrière. Et qu'est-ce qui a fait que, entre guillemets, t'as pas pu passer à un moment donné, t'as dû faire un choix ou c'est toi qui a changé de cap ou... Non, je pense que physiquement et mentalement, j'étais trop juste. D'accord. En fait, c'est-à-dire que techniquement, je pense que j'avais à peu près de niveau. J'étais plutôt pas trop mal, mais par contre, physiquement, en gros, je faisais un match sur 3, quoi. C'est-à-dire que j'arrivais pas à tenir sur la longueur, j'étais très irrégulier en fait. Et puis mentalement, ce qui était lié d'ailleurs, j'avais du mal à me faire mal, quoi. Et puis, physiquement, j'étais quand même vraiment une crevette, quoi. J'étais devant. Putain, il y avait des matchs, vraiment, je touchais, c'était dur, quoi. Ouais. Tu vois, quand j'avais une défense un peu, peut-être plus à monter en niveau, tant que j'étais dans les catégories jeunes, ça allait parce que les différences de physique, tu peux les compenser avec
avec un surplus technique. En fait. Si t'es un peu plus agile, ça marche. Dès que j'ai commencé à passer en junior, moins de 17 et junior, ça commençait vraiment à devenir plus dur physiquement, quoi. Et t'avais des idoles du football, du monde du football? J'imagine que oui. J'étais un énorme fan de Jorge Buruchaga. Qui était un joueur qui était un joueur de Nantes, un Argentin, qui était très élégant, qui avait un peu d'ailleurs les mêmes caractéristiques que je pouvais avoir, il avait un peu de mal à se faire mal. Mais j'aimais beaucoup ce joueur. Ouais. Et puis après, aussi j'étais assez fan de Chris Waddle. Et moi j'étais de la génération qui a connu l'OM des grandes équipes. Donc moi, mon club c'était Nantes, donc j'étais archi fan de Nantes et c'était vraiment ça d'abord. Donc José Touré et Buruchaga, quoi, qui étaient les idoles de l'époque, mais plus Buruchaga que Touré d'ailleurs. Et puis après grosse passion Chris Waddle. Voilà. Et en parallèle du coup du football, tu avais quand même déjà une forme d'intérêt ou de passion pour tout ce qui était écriture, information, livres, je sais pas. Je lisais beaucoup. J'adorais lire et j'étais abonné à un magazine qui s'appelait 11 Mondial. Ouais, bien sûr. Alors d'abord un Mondial d'ailleurs, et puis après un 11 Mondial, qui était un peu le magazine pour les gamins de l'époque. Je collectionnais les fiches des joueurs, je les découpais et tout, je les classais, mais je les ai gardées jusqu'à très longtemps, quoi. Enfin, je pense qu'elles sont d'ailleurs toujours chez mon père, quoi. J'ai toutes les fiches de Mondial et 11 Mondial depuis 1984. D'accord, ah oui. Je dirais. Tu vois, un truc comme ça, 85 peut-être. 85. Et donc jusqu'en 92, 13. Après j'ai arrêté, après j'étais plus grand, donc après je lisais un peu France Football, mais j'ai jamais trop accroché à France Football. Et puis l'équipe, j'ai jamais trop lu l'équipe. Et en fait, quand j'ai commencé à grandir, après j'ai commencé à lire des magazines de musique. J'adorais un magazine de musique qui s'appelait L'Indic. Un magazine, un fanzine de musique. J'ai eu ma période inrecuptible aussi, aux alentours de 80, dans les années entre 90 et 96. Donc où j'ai découvert plein de trucs en musique. Et j'ai découvert un dessinateur qui s'appelle Pierre Lapolice, aussi sur les coups de 80, je pense qu'il a dû arriver en 94, 95, je pense aux Arocs, qui m'a pas mal fasciné. Et que j'ai rapatrié du coup à Sopress quand j'ai monté le Canard. C'était un de mes buts, c'était que ce mec-là dessine dans SoFoot. Et en fait, SoFoot s'est fait par hasard. En fait, c'était pas du tout prémédité. Moi, je voulais pas du tout faire ça en fait. D'accord, parce que j'allais t'en parler, tu vois, vu que tu viens au sujet de 11 mondial, etc. Je me disais, est-ce que ça c'était déjà presque les prémices et de dire, ouais, moi un jour je vais me faire mon truc à moi ou pas du tout en fait. Ouais, c'est rigolo, tu vois. Non, en fait, je voulais faire vraiment footballeur. À un moment donné, autour de moi, les gens disaient, tu vas faire, comme ils savaient que j'aimais le foot vraiment, et puis que j'avais un peu une connaissance encyclopédique du truc, ils me disaient, tu devrais faire commentateur sportif, machin, etc. Ma mère voulait que je fasse avocat, j'étais assez à l'aise à l'oral, et mes profs voulaient que je fasse Polytechnique, parce que j'étais bon en maths. Et moi, je voulais monter une maison de disques. Ok. D'accord. Et du coup, t'arrives à la fin de donc tes études tes études jeunes se passent plutôt bien. J'imagine que comme tout le monde, tu as dû faire un choix post-bac, etc. Et comment ça s'est passé cette transition et t'es arrivé à quoi comme parcours? Eh bien, alors là, ça a été un peu étrange parce que bizarrement, et d'ailleurs, je ne saurais pas l'expliquer, j'avais aucune connaissance des formations. C'est vrai que moi, les profs m'avaient tellement toujours dit il faut faire Polytechnique. Ils avaient dit à mes parents il faut qu'ils fassent Polytechnique, il faut faire Polytechnique, machin, ou Centrale. Et mon père était devenu ingénieur chez TDF, donc avait quand même on était un peu tourné dans la famille vers le truc un peu mathématique, ingénieur, filière très scientifique et tout. Moi, franchement, je savais pas trop. En fait, j'étais pas. J'ai l'impression, très bizarrement, ça me préoccupe. Enfin, je m'en foutais en fait. De ce que j'avais fait comme étude. Ça m'intéressait pas du tout. Ce que je voulais, c'était jouer au foot et faire de la musique, quoi. Alors, et donc du coup, et puis voir les copains et peu à peu les copines. Et puis en fait, c'est mon meilleur pote, c'est Erwan, qui m'a dit un jour, tu sais, on devrait faire. Il y a un truc qui s'appelle prépa HEC.
permet de faire des écoles de commerce et tout. On devrait essayer de faire ça, ça a l'air cool. Et puis, on pourrait, il y a une prépa HEC à Strasbourg. Moi, j'habitais à Nancy, du coup, à côté de Nancy à l'époque. Parce que mes parents déménageaient tous les 3 ans quasiment. Donc je déménageais beaucoup. Et ouais, on devrait se barrer à Strasbourg. Il y a une prépa HEC qui a l'air cool. Comme ça, en plus, on sera en internat, ça serait cool. Il y a un étage de filles, c'est pareil, machin. Et moi, je me suis dit, bah ok, prépa HEC, très bien, tu vois. Moi, j'ai envie d'être avec mon pote. Faisons ça, donc j'ai quand même postulé pour faire maths sup, maths spé. J'ai été pris. Et j'ai postulé pour faire prépa HEC, j'ai été pris. Et du coup, quand est venu l'heure du choix, j'ai dit à mes parents, voilà, je préfère faire prépa HEC. Mes parents ont été cool parce qu'ils savaient, tu vois, ils m'ont dit, ok, c'est très bien, ils sont renseignés. Voilà. Je pense qu'il y a eu une petite déception à l'idée que je fasse pas, du coup, ingénieur, voilà, qui était, je pense, enfin, déception relative, hein, mais ils sont dit, bon. Après, j'ai quand même toujours eu de très bonnes notes, tu vois, j'ai fait toute ma filière, j'ai fait bac S. Moi, j'étais la génération où c'était devenu S et puis C, D. Ouais, d'accord. Donc, j'ai fait bac S, option maths. Donc, à chaque fois, je prenais les filières quand même. Ouais, au bac, j'ai eu 20 sur 20 en maths, etc. Donc, j'étais quand même. Oui, ça va. Ouais, j'avais pas du tout de problème scolaire, en fait. C'était très, très facile. Et donc mes parents avaient quand même confiance. Ils se disaient, bon, ben voilà, pire, tout se passera bien, quoi. Il n'y aura pas de souci. Pas de souci à ce niveau-là. Et je suis parti en prépa HEC. Et en fait, mon pote n'est pas venu. Ah merde, d'accord. il t'a abandonné, quoi. J'étais tout seul à Strasbourg, je connaissais personne. Là, tes études, de ce que tu me racontes, ça a l'air d'être quasiment pas prémédité. Presque ça t'est tombé dessus. Enfin, ça t'est tombé dessus, ça te plaisait, tu t'es dit, je vais le faire. Ouais. Et à ce moment-là, toi, tu as déjà des projets pour plus tard ou vraiment, pareil, tu es au fil de l'eau et tu avances et puis tu verras, quoi. Non, j'avais déjà j'avais des projets pour plus tard. C'est-à-dire que j'avais un peu en tête ce truc de monter une maison de disques. D'accord, ouais. J'étais fasciné par des mecs qui avaient monté des labels en Angleterre. Ah, t'avais créé une radio, il me semble. J'ai lu sur ta page Wikipédia que tu avais créé une radio, non? Plus jeune. C'est venu quand j'étais en école. D'accord. Donc en prépa HEC, j'ai fait beaucoup de musique. Beaucoup. J'étais à internat, j'avais les clés de la salle de musique, j'avais les clés des tâches des filles. C'était vraiment le bonheur. C'était pendant mes 2 meilleures années de scolarité. C'était assez extraordinaire. Donc, moi, j'ai vécu une prépa HEC pas du tout en souffrance. Je travaillais pas beaucoup. Donc j'avais des mauvaises notes, mais je m'en foutais. Et puis voilà, j'étais un peu dans l'insouciance du gamin qui découvre la vie tout seul, en internat. Mes parents en plus avaient déménagé à Nantes, donc en plus je pouvais même pas rentrer le week-end. Donc on n'avait pas le droit de rester à l'internat le week-end, mais moi je restais en clando, je faisais pas de bruit, machin, j'étais tout seul dans tout l'internat. Et je faisais gaffe de ne pas me faire virer. Parce que du coup, j'avais pas le droit d'être là, quoi. Mais en même temps, j'avais nulle part où aller, parce que mes parents étaient repartis à Nantes, donc j'allais pas faire Strasbourg. Ouais, non, c'est clair. Tous les week-ends, donc je revenais aux vacances, quoi, mais c'est tout. Et sinon, je restais faire mon truc. Et c'était génial, franchement, c'était des super années, quoi. C'était incroyable. Et là, j'ai mûri vraiment le projet de monter une maison de disques, quoi. C'était vraiment mon truc. En sortant, mais ce qui fait que quand j'ai passé mes entretiens à l'école de commerce, c'était assez absurde parce que quand tu passes d'entretien pour les écoles de commerce, ils s'attendent à ce que tu dises, je veux travailler dans la finance, je veux être leader, je veux travailler en banque d'affaires, je veux faire des opérations de haut bilan. En fait, tu vois, ils s'attendent à ce qu'on soit assez mûr pour savoir ce qu'on veut faire. Et moi, j'arrivais et je disais, je veux monter un label de disques. Et les mecs me disaient, mais qu'est-ce qu'il fout là? T'as besoin de faire l'école de commerce pour monter une maison de disques, dégage, quoi. Et donc, du coup, les entretiens étaient toujours un peu surréalistes parce que les mecs se disaient, mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Il y a une énorme erreur de guidage. Mais bon, j'ai réussi à avoir une école super qui s'appelle l'ESSEC, qui est une des meilleures écoles de commerce de France. Et c'est un peu coup de bol parce que pour rentrer là-bas, il faut être très fort en maths. Et moi, comme j'avais rien foutu pendant 2 ans en maths, j'avais même pas acheté les livres. C'est-à-dire que j'avais même pas. En prépa, tu as des livres qui s'appellent Bréal, la collection Bréal, et je les ai jamais achetés, quoi. Donc j'ai même jamais acheté les livres de maths. Donc j'ai vraiment rien fait. J'ai eu 3 en maths pour rentrer à l'ESSEC, alors que c'est le plus gros coefficient. Et je suis rentré grâce à la philo, en fait. D'accord. J'étais devenu assez fort en philo. Et donc du coup, j'ai eu 17 ans en philo. Je suis rentré avec la philo. Et puis j'ai réussi à passer entre les gouttes aux entretiens. Et j'étais le dernier admissible.
D'accord. Et puis finalement, j'ai pu remonter à l'oral et j'ai été pris. Et ça a été pareil, ça s'est hyper bien passé à l'ESSEC parce qu'ils m'ont laissé très libre de monter des projets en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'était une école où c'était bonne pioche. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles qui m'auraient permis de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire pas aller en cours. Très peu. J'ai monté une radio, j'ai monté des magazines, j'ai monté une assoce de musique. Enfin, je fais plein de trucs dans la musique, il y a la musique. Et ils me laissaient tout faire en fait. Moi, le but c'était en sortant, je me disais, je monte une maison de disques. Et en vrai, j'étais un peu plus cynique que ça. Ok. Parce que j'avais emprunté beaucoup d'argent pour faire cette école. Ouais. Et donc je me disais, en sortant, je chope un contrat qui me rapporte beaucoup d'argent très vite. Et au bout d'un an, je démissionne et je monte ma maison de disques. Ah, ok. Je rends beaucoup de prêts, je me barre et je monte ma maison de disques. D'accord. Donc c'est ça le cap. Ok. Il était assez clair. Ouais. Et en fait, je me suis laissé surprendre. J'ai commencé par monter un festival de musique qui s'appelle Shamrock, qui existe toujours d'ailleurs, à l'ESSEC. Et donc ça se passait à l'Élysée-Montmartre, à Paris. Il y a plusieurs, et puis au bout d'un moment, ça se faisait dans plusieurs salles à Paris, et puis en province, à Nantes, à Lyon, à Lille. Et donc du coup, je passais un peu de temps à faire ça, et puis je me rendais compte que ça prenait pas tout mon temps, et donc je me suis dit, bah, tiens, je vais lancer un fanzine. Donc une espèce de petit magazine photocopié, etc. Donc on a monté un fanzine avec des potes. Et puis ce fanzine est devenu très rapidement aussi, plutôt que de faire un fanzine qu'on distribue dans l'école et qu'on vend à nos potes, etc. Peut-être qu'on peut faire un magazine et puis le vendre dans les kiosques et voir ce que ça donne. Et puis comme on se payait pas, et puis qu'on était, moi j'ai toujours été une grosse force de travail, donc je bossais beaucoup. Donc j'allais chercher de l'argent, j'arrivais à trouver de l'argent pour financer le truc. Et puis on écrivait des articles sur la musique, c'est devenu un magazine de culture au sens large, donc on parlait de cinéma, de musique, de littérature, d'art contemporain, etc. Ça s'appelait Sofa, comme un sofa. Et on l'a lancé en kiosque en 99. Et ça n'a jamais vraiment marché, mais ça a eu un succès d'estime. Et puis tant qu'on payait personne, on arrivait à s'en sortir. À bout d'un moment, on a commencé à vouloir payer les gens. Ce qui était très bien parce que du coup on était plus étudiants. Au début on n'avait pas besoin vu qu'on était tous étudiants, donc c'était pas un problème. Après moi je continuais à le faire mais j'avais un job à côté donc c'était pas un souci non plus. Et il y a un de mes potes qui voulait faire que ça, qui voulait en vivre. Donc du coup on s'est dit on va te payer. Et là on a pas, ça commençait à être un peu le bordel parce qu'on payait quelqu'un qui du coup officiait comme rédac chef et on payait pas les journalistes, donc ça m'a appris beaucoup de choses sur après comment gérer des gens en fait. C'est-à-dire que quand tu payes le chef et pas les Indiens, c'est pas bon. C'est pas bon. ça marche pas, spoiler, ça va dans le mur. Donc du coup ça crée beaucoup de tensions, c'était pas bien. Et puis voilà, ça a capoté. Enfin ça a quand même duré 7 ans. On l'a lancé en 99, on l'a arrêté en 2006. Après, ça a été un bon moyen enfin, pour toi, j'imagine, une vraie formation en direct, quoi, sans école, sans rien, quoi. Tu as été dedans et tu as été formé. J'ai appris comment on faisait un magazine, comment on le fabriquait, comment on le distribuait, comment on construisait une éditoriale. J'ai appris aussi, j'ai pu me poser la question de ce que j'avais envie de raconter, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que ce que j'ai envie de faire, c'est... À l'époque, c'était un magazine de critique culturelle, beaucoup, donc c'était un magazine où on donnait beaucoup notre point de vue. Et moi, très vite, c'était pas vraiment ce que je préférais, donner mon point de vue. Je préférais raconter des histoires. Et donc, du coup, et que le journaliste soit un peu effacé par rapport au truc, mais on venait d'une culture qui était la culture des Inrecuptibles, des cahiers du cinéma, etc., etc. Donc, qui était vraiment une culture avec un rapport de force avec le lecteur, où tu dis au lecteur ce qu'il faut penser, ce qu'il faut aimer, ce qu'il faut... Voilà. Qui est vraiment la panacée de la presse culturelle, quoi. Et pourquoi pas, hein, moi j'ai aucun problème avec ça, mais sauf que c'est pas ce que j'avais envie de faire en fait. Et à un moment donné, avec des potes, on s'est dit tiens, et si on montait un magazine de foot pour rigoler, quoi. Et au départ, ça devait juste être une blague en fait, on devait juste en faire un pour se marrer. D'accord. Finalement, ça a plutôt bien marché. Et finalement, ça a plutôt bien marché comme blague. Et puis là, du coup, c'est là où vraiment j'ai pris goût à raconter des histoires, à développer une identité propre.
j'ai bien aimé aussi, parce que j'ai beaucoup aimé, c'est être un peu en marge. Ouais. En fait, j'aime pas trop les milieux. Chaque petit milieu a un peu son jargon, son truc, etc. Et en fait, je trouve ça toujours un peu ridicule et j'aime pas trop être complètement dedans, en fait. J'aime bien être un peu sur le côté. Ok. Donc, du coup, tu vois, on fait un magazine de foot, mais on n'est pas vraiment dans le foot. J'ai peu de potes qui sont joueurs. Je fréquente pas les gens du milieu du foot en règle générale, et pas parce que c'est pas que je les mépriserais ou quoi que ce soit. C'est des gens super brillants et sans doute très forts et qui font des trucs super. Mais j'aime bien ne pas être dedans, en fait. J'aime bien être un peu à côté et regarder, en fait. Ça, c'est un peu le mec en soirée qui est assis et qui regarde. Ouais, je vois très bien. Et je suis plus à l'aise dans cette position-là, en fait. Et donc, du coup, un peu tous les médias qu'on a développés, on est un peu là-dedans. Ouais. Et je pense que c'est ce qui marche, parce que du coup, on a un truc où on observe et où on peut raconter ce qu'on voit et transmettre un peu aussi l'admiration et la passion qu'on peut avoir pour ces gens-là, quoi. Enfin, pour les gens, parce que c'est que tous les trucs qu'on a fait, c'est quand même que des trucs de passion. C'est-à-dire qu'on lance jamais un magazine en se disant génial, ça va être un coup de fric. Ouais, bien sûr. J'ai aucun intérêt, enfin je suis super désintéressé par l'argent, ça m'intéresse pas du tout l'argent. Donc du coup il y a un truc de, par contre je me passionne très vite pour des milieux, pour des choses, et on a ça en commun ici, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé un peu à une petite bande, et puis c'est devenu une famille, et puis c'est devenu une boîte avec beaucoup de gens, mais on a tous un peu ça en commun, d'être très passionné et d'intéressé vraiment à fond à des sujets et d'avoir envie de les raconter un peu comme des fans, en fait. On est resté un peu des fans, mais sans le côté petit fan, sans le côté un peu glauque du truc. Quand tu lances SoFoot, toi, avec ton expérience de jeunesse de 11 mondial et éventuellement France Football, tu t'es dit, je vais lancer un magazine de football, et tu t'es dit à ce moment-là, justement, je veux pas faire comme 11 mondial, et je veux faire mon truc à ma sauce et raconter mon football comme je le vois, quoi. Ouais, alors je m'étais pas dit, il n'y avait pas le côté anti-11 mondial. Oui, bien sûr. Ouais. Je me disais juste que c'était une époque de ma vie où, paradoxalement, je m'intéressais moins au foot. C'est-à-dire qu'on l'a lancé en 2002, en fait, les premiers numéros, puis en 2003, vraiment. Je m'intéressais moins au foot au sens... c'est-à-dire que j'aimais de plus en plus jouer au foot. Alors que vraiment, j'étais de moins en moins bon, parce que physiquement, ça devenait de plus en plus dur. Mais j'aimais vraiment ça, beaucoup. Enfin, c'était des moments vraiment très privilégiés, et j'adorais ça. Mais j'aimais de moins en moins regarder des matchs. Aussi parce que mon équipe de cœur avait changé de philosophie, et le FC Nantes était devenu un truc qui était plus vraiment... je reconnaissais plus le FC Nantes que j'avais admiré, le côté centre de formation avant tout, la promotion de... Tu rentrais au centre de formation et tu es allé jusqu'en équipe 1, et l'équipe 1 était constituée essentiellement de gens qui étaient passés par la formation, etc., qui était un truc qui mais qui est vraiment très criant encore aujourd'hui à Sopress. C'est-à-dire que Sopress fonctionne comme le FC Nantes, en fait. Vraiment. Et, le FC Nantes de cette époque-là. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, moi, j'étais un énorme admirateur de Coco Ciodo. Enfin, c'est des gens qui étaient... Ouais, il y avait une vraie identité à l'époque. Le FC Nantes, c'était un style de jeu, c'était une formation, c'était des jeunes qui montaient en pro. Je me rappelle, enfin, j'étais plus jeune, mais c'est vrai que ça m'a marqué aussi. Ouais, moi, ça m'a vraiment profondément marqué. Et du coup, quand ça a disparu, je me suis un peu désintéressé du foot au sens actualité du foot. C'est-à-dire que le quotidien du foot m'intéressait beaucoup moins tout à coup, parce que j'ai l'impression d'avoir perdu un peu l'âme de ce que j'aimais et de ce que je supportais, en fait. Donc, je suis devenu un peu supporter de l'équipe de France comme un gogo, mais à part ça, j'avais plus un club de cœur, quoi. Enfin, j'avais perdu ce truc-là. Mais du coup, j'avais une vision qui était plus... tout à coup, je voyais le football comme un reflet de la société. Alors qu'avant, je le voyais comme une passion, et j'étais supporter du FC Nantes. Et le samedi soir, je ne sortais pas pour écouter les matchs du FC Nantes à la radio quand je ne pouvais pas aller les voir au stade, etc. Donc, et là, tout à coup, je me retrouvais dans la position de quelqu'un qui regardait ça et qui se disait, putain, mais en fait, le football raconte notre société, en fait, quelque part. Enfin, il y a un prisme déformant de la société, il grossit certains aspects, etc. Mais c'est vachement intéressant à raconter. Et donc, quand on a lancé ce foot, l'idée, c'était un peu ça, c'était de raconter le foot de ce point de vue-là, en fait.
de dire que le foot, c'était plus que le foot, en fait. Ouais. Et en même temps, on se disait toujours entre nous, c'est plus que le foot, mais ça reste du foot. C'est-à-dire que cette espèce de dichotomie, de paradoxe, qui revenait à dire, on peut s'en moquer, en fait. C'est-à-dire que on peut rire du foot, ça reste du foot, même si finalement, ça dit plus que ce que ça prétend. C'est-à-dire que... et donc, on avait envie d'avoir cette double facette, c'est-à-dire de pouvoir regarder le foot avec dérision, se marrer, comme des fans de foot, de foot, tu vois, on adorait reparler de nos vieux joueurs, se demander ce qu'ils étaient devenus, etc. Évidemment, les coupes de cheveux, les shorts trop courts, etc. Et en même temps, essayer de raconter comment le foot racontait notre époque, quoi. Et voilà, c'est comme ça qu'est né SoFoot. Et du coup, je me rappelle quand, au début, moi j'étais jeune, hein, et donc j'avais essayé d'aller voir Eugène Sacomano, Thierry Roland, etc. Et pour leur raconter un peu ce qu'on voulait faire. Ouais. Et en me disant, ils vont trouver ça génial, ils vont nous aider, machin. Et en fait, ils m'ont tous dit que c'était nul comme idée. Ah merde. D'accord. Que ça marcherait jamais, que ça n'avait aucun intérêt. Et Bah finalement, quelques années plus tard, bon, je pense que tu leur as montré qu'ils avaient peut-être tort à ce moment-là aussi. Ouais, je me suis un peu embrouillé avec Eugène Sacomano. Ah ouais, merde. D'accord. Ouais, j'ai jamais été très fan de la façon dont il avait exprimé plus que ses doutes. S'il m'avait dit, oh là là, c'est bien, vas-y, fonce, mais tu sais, ça va pas être facile, etc., tu vois, ça aurait été cool. Mais vraiment, il m'a pris pour un débile de haut. Il m'a pris beaucoup de haut à l'époque en me disant, voilà, n'importe quoi, quelle idée de merde. Pourquoi faire ça n'a aucun intérêt. Et tu as été, à ce moment-là, toi, tu t'es dit, je vais leur montrer qu'ils ont tort, ou tu te dis, bon, bah, tant pis, je vais essayer quand même, quoi. Non, je me suis dit, ok, en fait, c'est un vieux con. C'est un mec cool, et c'est un mec dont j'avais écouté les commentaires pendant très longtemps. Et je me suis dit, non, en fait, c'est un vieux con, sûr de ses certitudes, et laisse tomber, c'est pas grave, on va faire sans lui. Et à côté de ça, il y avait des mecs, je me rappelle, j'en avais parlé à Didier Roustan, qui avait trouvé ça très bien comme idée. Donc Darren Tulette aussi, qui à l'époque était arrivé à l'équipe du dimanche, et avait trouvé ça super aussi. Il y avait Pierre Louis Vasse aussi, l'Européen. Il y avait pas mal de gens dans les médias qui trouvaient que c'était quand même une bonne idée, que c'était bien d'avoir du souffle et d'avoir des petits jeunes qui essayaient de monter un truc, et qui trouvaient ça rigolo, quoi. Qui disaient, bon voilà, je sais pas s'ils se disaient que ça allait passer le cap du fanzine, mais en tout cas, ils étaient plutôt. Ils regardaient ça avec bienveillance, quoi. Et voir un peu d'aide aussi, essayer de nous inviter dans leurs émissions, parler de nous, etc. Enfin, ils étaient là au début, là où d'autres se moquaient un peu de nous, quoi. Et donc, du coup, SoFoot est né comme ça, en disant, essayons de raconter le foot autrement. Après, avec du recul, en plus, quand tu vois comment on traite l'info aujourd'hui, et l'info sportive notamment, où c'est beaucoup d'images, des highlights, des stats, des trucs où c'est toujours très rapide, tu sors ton match, tu as déjà la note du joueur, etc. Peut-être que cet angle-là où tu racontes des histoires autour du football, c'est peut-être ça aussi qui explique votre succès, dans le sens où c'est peut-être aussi ce que vont plus rechercher les gens au fur et à mesure, parce qu'aujourd'hui, presque le football, tu vois un score, tu vois un résultat, tu vois les 3 buts, et c'est bon, t'en parles plus, quoi. Ouais. Non, mais on a apporté un... En fait, je pense qu'on a... ça va être très prétentieux, mais on a apporté un peu de culture foot. En fait, comme nous, on avait vraiment une culture foot, c'est-à-dire qu'on s'intéressait aussi au foot anglais, au foot italien, au foot espagnol. Et puis la réunion de nous tous, en fait, parce que j'étais évidemment pas tout seul, tu vois, il y a Stéphane Régis, puis après des mecs comme Javier Pedro Santos, etc., ou Alexandre Gonzalez à l'époque, Marc Boger. Donc Marc, par exemple, il était super calé sur le foot anglais, c'était un gros fan de Manchester, il connaissait très bien le foot anglais. Sheriff Guémour, il avait une connaissance encyclopédique du foot, d'un foot que nous on n'avait pas connu parce qu'il avait 10 ans de plus que nous. Stéphane, il était hyper calé sur le foot italien. Javier, Alexandre, il connaissait le foot espagnol par cœur, etc. Donc du coup, à nous tous, on avait une vision qui était pas franco-centrée déjà, alors qu'à l'époque, c'était très français le football. Enfin, tu vois, on s'intéressait pas beaucoup. Il y avait l'équipe du dimanche qui regardait un peu le foot européen, mais le foot c'était quand même vu de manière très OM contre PSG. Ouais, c'est vrai. Un peu, et puis Lyon qui cartonnait, qui commençait à cartonner à l'époque.
mais enfin qui même cartonnaient bien, mais c'était la France, quoi. Et nous, on est arrivé avec le foot, c'est au-delà. Tu vois, j'avais des énormes fans de. Moi, j'étais fan de foot argentin aussi, à cause de Burruchaga, et tu en avais qui étaient fans vraiment de foot argentin, mais très précisément, qui connaissaient par cœur les joueurs d'Independiente, quoi. Tu vois, donc, du coup, on est arrivé avec une culture du foot qui était vachement plus large, et en fait, je crois que ça a plu. Je crois que ce recul-là, il a fait vachement de bien, en fait. Et on a apporté un peu de culture footballistique, et ça a pas dédouané, mais ça a permis à des gens qui aimaient le foot de pouvoir dire facilement j'aime le foot sans que ça soit un truc de beau fringant. Ouais, je vois. On participait à déboffiser un peu le truc. Et quand tu racontes comment tu as été essayer de discuter avec des personnes du milieu, enfin des journalistes de l'époque, ou qui sont encore d'ailleurs, pour avoir un peu leur avis sur ton idée, est-ce que toi, du coup, maintenant, aujourd'hui, en tant que représentant de SoFoot, tu as des petits jeunes qui viennent te voir en disant ouais, qu'est-ce que tu penses de mon idée? Est-ce que tu penses que ça pourrait être cool? Ça pourrait être Ouais. intéressant de savoir ça. Ouais, il y en a souvent, en fait. D'accord. Régulièrement. Des gens qui, Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'au moins, comme j'ai vu ce que c'était quand tu as un vrai con en face de toi, C'est très bien ça. au moins, alors je les mets en garde sur les difficultés, mais j'ai tendance à les encourager. Alors, si tu as un truc à raconter, raconte-le, en fait, fonce. Si tu n'as rien à raconter, n'y va pas par opportunisme, en fait. N'y va pas en te disant Je vais faire des sous. je vais gagner de l'argent, je vais machin, parce que ça sera pas un bon moteur. Par contre, si tu as un moteur qui est de vouloir raconter quelque chose en lequel tu crois, il y a des chances que ça touche des gens et que du coup ça marche, quoi. Ouais. Et peut-être que du coup tu feras même de l'argent. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est savoir déjà y avoir une espèce de certitude sur de conviction sur ce que toi tu as envie de raconter, quoi. Et de comment tu veux le raconter, etc. Donc c'est ça qu'il faut vraiment mûrir. Et si ça, tu arrives à le mûrir et à avoir un truc qui est vraiment qui capte. En fait, tu sais jamais comment tu vas capter des gens, une génération. Tu vois, c'est toujours un peu. Nous, je pense qu'on a eu énormément de chance parce qu'on avait des gens qui étaient de profils très différents, qui venaient de régions différentes, qui avaient des parcours différents, et qui étaient. Et donc, du coup, ça donnait une richesse et une. Je sais pas comment dire, mais il y avait un truc naturel qui se dégageait de ça, qui faisait que ça a touché d'autres gens, qu'on a touché des lecteurs assez facilement, en fait, qui se sont reconnus. En fait, comme on n'avait pas de rapport de force dans la façon d'écrire, on écrivait de manière très simple. En fait, le seul souci qu'on avait, c'était que notre histoire elle soit suffisamment claire quand on la raconte pour que les gens puissent se dire ok, j'ai tout compris, c'est génial, ça m'intéresse, et je peux la raconter à mon oncle à table, à mon petit frère, à mon voisin à la machine à café. Et donc c'était vraiment ça le truc sur lequel on était très, très pointu, c'était la façon dont on avait raconté l'histoire. Et du coup, derrière, quand tu bifurques quand vous bifurquez, parce que tu parles souvent de ton équipe et toi, sur plein d'autres thèmes, parce que maintenant, je crois que vous avez plus d'une dizaine de magazines, c'est toujours dans la même démarche. Il y a un thème qui vous plaît, un sujet que vous voulez traiter de cette façon-là un peu, et c'est parti, on essaye de le raconter à notre manière. Ouais, c'est ça. Mais ça se fait de manière très... tu vois, là, on va sans doute lancer on a décidé il y a 10 jours là, de lancer un nouveau média. Je ne sais pas si on va le faire, tu vois, mais ça s'est décidé je sais pas, peut-être 27 secondes. C'est-à-dire que Pierre Mascherana nous a dit putain, il y a un truc qu'on fait en ce moment qui est génial, qu'on fait un peu sur le site de SoFoot. Je me dis qu'il faut qu'on en fasse un média à part entière. C'est trop drôle à faire, les gens ils adorent ça au bureau, on se marre à le faire, etc. Et on a dit ok, banco, on y va, quoi. Et à partir du moment où le vrai critère c'est est-ce que ça nous fait marrer de le faire, est-ce qu'on a envie de le faire. Après, on arrive toujours à trouver, pour l'instant, les moyens de le faire. Alors, on ne le fait pas toujours avec les moyens qu'on aimerait. Des fois, on aimerait avoir plus d'argent, des fois, on aimerait avoir machin. Mais on arrive à le faire dans des... Voilà. Et malgré tout, maintenant, plus facilement qu'avant, parce qu'avant, on n'avait vraiment pas d'argent, donc ça pouvait des fois être un peu baroque comme façon de faire. Maintenant, on arrive un peu plus à financer les projets, ou en tout cas à leur donner une petite chance qu'ils existent. Mais ouais, c'est toujours été... tu vois, quand on a lancé Pédale sur le vélo, moi, je connais rien en vélo, mais
Et Stéphane, il y a un mec qui s'appelait Damien Jeannès qui bossait chez nous à l'époque, qui était fan de vélo. Il y avait Alexandre Pedro aussi, etc. Et c'est eux qui sont venus me voir en me disant ouais, on adore le Tour de France, le vélo, est-ce qu'on lancerait pas un magazine sur le vélo? Yeah. Et j'aurais dit non. Et, Non. j'aurais dit non, mais c'est un truc de connard le vélo, c'est le mec qui regarde des types pédaler, c'est insupportable. Ils m'ont dit putain, tu comprends vraiment rien au vélo, t'es nul. Et donc ils ont commencé à me raconter des histoires de vélo qui étaient effectivement des histoires fantastiques, des histoires hyper humaines. Et c'est peut-être la discipline où il y a le plus d'histoires folles en fait. C'est encore mieux que le foot, mieux que le rugby. C'est incroyable quoi, c'est un univers incroyable. Et du coup ils m'ont dit voilà, lançons un magazine et on l'appelle Pédale et machin. Et je me suis dit ça me fait marrer si on fait un magazine sur le vélo qui s'appelle Pédale. C'est pas mal. Les mecs, enfin ça va, les gens vont se dire attends, et donc du coup on l'a fait et ça marche super bien. Et c'est cool et tout c'est un peu passé comme ça quoi. Et après au bout d'un moment on commençait à grandir et on avait envie de s'attaquer à quelque chose de plus ambitieux et d'aller sur un terrain qui n'était pas évident, qui était la politique, la société, de raconter le monde dans lequel on vit et de le faire à notre manière, donc avec ce ton de SoFoot, etc. Et c'est comme ça qu'on a lancé Society en fait. Mais ça c'est le seul qui a été plus mûri, on va dire. C'est-à-dire que parce qu'il y avait plus d'enjeux, parce que c'était un changement de cap, c'est-à-dire que tout à coup, à partir du moment où on lançait ça, on rentrait entre guillemets dans la cour des grands, et donc du coup on pouvait plus se permettre de bricoler quoi. C'est-à-dire qu'il fallait que ça soit un peu plus professionnel, qu'on embauche des gens, que ça devienne une vraie boîte avec une vraie compta, avec parce que jusqu'alors, pendant des années, pendant 10 ans, ce presse, ça a été vraiment la compta, c'était n'importe quoi. Tu vois, mais en gros, il y avait de l'argent qui rentrait, on se le répartissait et puis voilà quoi. Ouais, d'accord. C'est des mecs qui faisaient un casse. Ça, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça quand c'est salarié et tout ça. Tu peux pas réagir comme si c'était des braqueurs quoi. Et ton équipe dont tu parles, c'est que des personnes que tu connais, des potes, ou pas forcément? Maintenant, tu as engagé des gens que tu connaissais pas, ou depuis, tu as toujours gardé un cercle autour de toi de personnes assez proches? Alors, il y a toujours un cercle de gens qui sont très proches, qui sont mes amis, qui sont, voilà. Et après, je suis devenu pote aussi avec. Nous, il y a 99,9% des gens qui sont là, sont des gens qui sont arrivés en stage. En fait. Donc en fait, je te dis, c'est vraiment le FC Nantes. Ouais, formation à la nantaise, quoi. Tu les as formés et tu les as amenés sur le terrain, quoi. Tu arrives en stage, on t'apprend à jouer avec le cheval, on t'apprend le sens du collectif, et après, tu passes en équipe réserve, donc tu es piviste, en gros, quand tu as fini ton stage. Après, tu es piviste permanent, donc tu commences à jouer avec à faire quelques matchs en D1, quoi. Et puis au bout d'un moment, on te file un contrat pro et puis c'est parti, quoi. Et puis après, tu deviens capitaine de ton équipe si jamais tu deviens responsable d'un des canards ici, quoi. Mais ouais, c'est très. Moi, je crois beaucoup à cette façon de faire, d'une part parce que les gens qui étaient là au début sont toujours là. Donc ça, pour moi, ça vaut beaucoup. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont beaucoup donné pendant 3 ans, je ne me suis pas payé sur SoFoot, mais pendant 1 an et demi, personne n'était payé. Ouais. On faisait tout ça bénévolement, en fait, en se disant on fait un projet ensemble. Voilà, et donc tous les gens qui ont participé à ça et qui sont encore là, pour moi, c'est une valeur immense, quoi. Ils ont permis de construire un truc qui aujourd'hui fait vivre énormément de gens. Voilà, donc du coup, et puis un autre truc aussi, c'est que ce qui me rend hyper fier, c'est que tu sais, ça fait 17-18 ans, donc il y a des gens qui sont là depuis 18 ans. Et quand tu es depuis 18 ans dans une boîte et que tu as un salaire et que machin, tu pourrais te planquer en fait. En vrai, tu vois, nous on vire personne, donc tu sais que tu vas pas être viré. Et en fait, ces gens-là sont encore moteurs, en fait. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment... Ils ont gardé la dalle, quoi. Ouais, ils ont gardé la dalle. Et des fois, tu te dis, mais putain, comment ils font, en fait? Parce que c'est fatigant. Et moi, j'ai d'autres pressions qui font que je peux pas baisser. Mais tu vois, quelqu'un qui est
n'y a pas forcément la pression économique Mm. de l'enjeu de la boîte, etc. Me dire que ces gens-là arrivent encore à se motiver, à avoir envie de raconter des histoires que les autres ne racontent pas, etc., c'est super, quoi. Mhm. Donc, tu vois, tu te dis, si on a réussi à un truc vraiment, c'est ça, quoi. Pour revenir à Society, du coup, par rapport à mon expérience perso, puisque moi je suis assez fan, et je vais être assez cru, enfin pas cru, mais direct, je trouvais ça un peu chiant, tu vois, de m'intéresser à l'actualité. Ouais. Autrement que par le journal télé. Alors, tu regardes le journal télé et toujours les mêmes infos qui te reviennent dessus. Tu regardes BFM, c'est pire. Tu regardes des journaux un peu, bon, un peu plus stricts. Tu te dis, bon, ouais, c'est pas facile de lire un article qui fait 3 pages. Tu te dis, waouh, qu'est-ce que c'est chiant, quoi. Et c'est par Society que j'ai réussi à m'intéresser à lire des articles d'actualité plus générale, autres que le sport. Et du coup, pour ça, merci, déjà. Ouais. Et j'imagine que ça doit être aussi un objectif pour vous de peut-être pas rendre accessible, parce que ça fait un peu, on est les bêtes contre les intelligents, mais plus rendre plus agréable à lire et plus agréable à découvrir, j'ai envie de dire, l'actualité aux gens normaux, on va dire. Bah, en fait, on ne se l'est pas formulé comme ça, en tout cas, mais je pense que c'est un truc aussi générationnel. Je Mm. pense que je pense qu'on raconte les histoires. Je pense que la façon dont on les raconte, elle est pas plus simple que les autres journaux, en fait. Mais je pense que si, par exemple, toi, ça t'intéresse plus, c'est parce que peut-être que les gens qui écrivent sont plus de ton âge Mm. et ont aussi et ont un point de vue. Et puis nous, on a tendance à se mettre vraiment souvent en retrait par rapport à l'histoire, quoi. Mm. Ce qui nous intéresse, c'est de raconter l'histoire des gens qu'on croise, quoi. C'est pas de raconter l'histoire du journaliste qui raconte l'histoire, tu vois. Mm. Et, euh, et ce qui fait quand même une différence assez majeure avec pas mal de titres. Et puis on n'a pas ce côté éditorialiste et dictateur de la pensée, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce côté genre il faut penser comme ci, il faut Mm. penser comme ça, même si on a des convictions d'ailleurs, qui sont pas tous les mêmes. Hein. T'as des gens de gauche, de droite, Mm. chez nous, chacun peut penser ce qu'il veut, quoi, et même si je pense que la ligne du magazine est quand même plutôt, en tout cas au moins humaniste, donc avec des valeurs qui sont plus souvent associées, on va dire, à la gauche qu'à la droite. Mais notre ambition n'est pas de défendre une opinion. Ouais. Notre ambition, c'est de raconter le plus fidèlement, même si c'est avec nos yeux, donc c'est forcément toujours un peu subjectif, mais ce qu'on voit, quoi. Et, euh, et puis je pense qu'il y a un truc qui nous excite aussi beaucoup, c'est qu'on apprend beaucoup en faisant. Ouais. C'est-à-dire que nous, moi, j'apprends à chaque numéro de Society. Alors maintenant, je suis moi au quotidien impliqué dans la fabrication de Society. Donc mais à une époque où je relisais ou rebossais tous les articles, etc. Ce que je trouvais génial, c'est que j'apprenais des choses, en fait. Mm. J'apprenais. Moi, j'ai une culture politique assez faible, j'ai une culture tout court classique assez médiocre. Donc, c'est hyper enrichissant, en fait. C'est vrai que on est les premiers lecteurs de ce qu'on fait, quoi. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à un sujet, le fait de s'y intéresser, de se passionner pour le truc, etc., t'apprends des choses, tu découvres des choses, tu découvres des gens, tu découvres des histoires, tu découvres des pans de la culture, tu apprends ce que c'est que la politique d'un pays. Tu vois, ma première interview, la première interview politique vraiment, c'était donc, du coup une interview de Fillon en premier numéro de Society. Bon, Fillon, je pense qu'il devait se dire, mais qu'il est débile. Il pose des questions d'idiot, il ne connaît rien, en fait. Mais du coup, c'est génial parce que lui, du coup, il te racontait des trucs que d'habitude, il ne raconte pas parce que les journalistes ne font pas ces questions parce que pour eux, c'est évident, ils connaissent, en fait. Ils sont déjà du sérail. Nous, on n'est pas du sérail. Tu vois, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait d'être un peu à côté, de regarder le truc, de ne pas être dedans. Et ben, finalement, ça donne aussi des papiers qui sont peut-être plus accessibles pour les gens parce que les gens qui nous parlent se rendent aussi plus accessibles parce qu'ils sont obligés de nous raconter un peu des fois ce qui leur semble être le b.a.-ba ou des évidences mais qui n'en sont pas en fait et qui sont jamais racontés aux gens. Je pense qu'il y a ce truc là en fait qui fait que nous-mêmes on apprend et on est curieux de ce qu'on va découvrir en traitant ce sujet, donc peut-être que c'est plus facile de transmettre aussi aux gens et que ça le rend peut-être plus accessible aussi au moins à une certaine génération qui n'a pas été éduquée aux médias traditionnels. Justement, par rapport à ça, par rapport justement à la nouvelle génération, même si j'imagine que tu as une stratégie digitale,
t'es quand même à contre, enfin le groupe est quand même à contre-courant de ce qui se fait, puisque aujourd'hui ce qui marche c'est presque une story de 5 secondes qui va faire 1 million de vues et enfin j'exagère mais voilà, c'est très instantané l'info. On va sur le fil d'actualité, on voit le titre de l'article, presque on a l'impression qu'on a lu l'article quoi. Et toi t'es un peu à contre-courant de ça, puisque du coup tu fais des magazines où il y a des articles qui sont 2-3 pages qu'il faut prendre en main, qu'il faut lire. Euh, en fait, c'est quoi ton regard là-dessus? Enfin, ton regard, c'est un peu compliqué d'avoir un regard là-dessus, mais du coup, t'en penses quoi? Bah, des fois, je suis très frustré. Par exemple, tu vois, là, le dernier numéro de Society qu'on a sorti, il y a une couverture qui fait beaucoup parler. Les gens ont l'air de la trouver super, et tout, etc. Et en fait, ce qui me frustre un peu, c'est que ils ont l'impression que juste en likant la couverture sur un réseau social, ils ont fait le taf. Entre eux. Tout à fait. Pour eux, c'est comme s'ils l'avaient lu, en fait. C'est-à-dire que ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord avec toi. Ça, c'est très frustrant. Et en même temps, c'est l'époque qui est comme ça. Moi, j'ai une fille qui a 13 ans, je vois très bien comment c'est. Après, c'est de l'éducation, il faut réussir à les amener à lire et à montrer que c'est un plaisir et une richesse qui est largement supérieure à juste liker un tweet ou un post sur Instagram. Et en même temps, tu as envie de trouver des moyens aussi de raconter des histoires à cette génération et de les amener à autre chose que juste regarder les Marseillais à la télé, quoi. Suivre les héros des Marseillais sur Instagram. Et donc du coup, effectivement, on développe des trucs en digital pas mal. Il y a même dans le groupe, il y a même un média sur le basket qui s'appelle Trash Talk. Qui est super et qui est que digital. Donc, nous, on n'oppose pas le digital et le papier. C'est vraiment deux trucs très complémentaires. Et la seule chose, c'est que comme on a démarré avec pas d'argent, on a démarré avec 450 balles, du coup, quand tu démarres avec 450 €, tu es obligé de trouver un modèle qui est vite rentable, en fait, qui retombe vite sur ses pieds. Et le digital, c'est pas évident d'être vite rentable parce que lancer un site ou un média digital, tu es vite dans un océan très vaste. Et pour émerger dans cet océan, il n'y a pas de bouée, quoi. C'est-à-dire que la seule bouée, c'est d'avoir de l'argent. En fait. Donc, il faut avoir beaucoup d'argent à investir au début pour exister. En fait. Tu vois, un média comme Brut, s'il n'a pas énormément d'argent au début, ça ne fonctionne pas, en fait. Et d'ailleurs, des trucs comme Brut, il y en a eu avant eux. Tu vois, c'est pas les premiers à lancer, voilà, et il y en a eu après. Et si eux, ils marchent mieux que certains, c'est aussi parce qu'au début, ils ont, au-delà du fait qu'ils ont une ligne éditoriale qui est assez marquée, identifiable et bien vue, ils avaient de l'argent. Et ça joue, en fait. Ça joue énormément. Et nous, on n'avait pas d'argent, donc nous, on ne pouvait pas lancer des trucs comme ça, en fait. Nous, on était obligés de démarrer avec des trucs qui retombaient sur leurs pieds. Et la presse papier, mine de rien, tu as des ventes, les gens payent quand même pour acheter un magazine, tu as des abonnements, et tu as un peu de publicité intérieure. Donc, tu as un modèle économique qui peut tenir la route si tant est que tu sois un peu bon gestionnaire, quoi. Et que ton magazine soit bien. Donc, tu peux y arriver plus facilement en fait qu'un site. Donc, en fait, on a commencé par ce qui était le plus immédiatement rentabilisable, qui nous permettait de continuer l'aventure, en fait, tout simplement. Et maintenant, il y a pas mal de trucs digitaux qui se lancent. Et les prochains projets, il y en aura une grande partie qui seront des projets digitaux, quoi. Mais voilà, après, il faut réinventer la façon de raconter des histoires. Et c'est pas toujours facile de faire un truc où on est fier de. Ça prend un peu de temps. Et par rapport à ça, tu parlais, donc tu as une fille de 13 ans. Je sais que il me semble que tu avais monté un magazine plutôt pour la jeunesse, plutôt autour de la jeunesse en tout cas. Il y a un magazine, il y a SoFoot Club. Oui. Il y a Doolittle qui est sur voilà, Doolittle. Ouais. Ah, Doolittle, c'est pour les parents et sur les enfants. Et puis tu as SoFoot Club pour les kids, qui est le 11 mondial de maintenant. Et du coup, t'aimerais pas, enfin je sais pas, c'est une idée comme ça, mais t'aimerais pas te sortir un petit magazine pour les enfants du coup? Au-delà du foot, hein, je veux dire. Ouais, pour les enfants, la presse enfant, elle est pas si mal en fait. D'accord. Tu vois, le petit quotidien, c'est très bien. C'est vrai. T'as des trucs
chez Bayard qui sont pas mal. Mhm. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui font déjà plus ou moins le taf correctement, en fait. Donc, il n'y a pas trop besoin de nous. Par contre, à un moment donné, j'avais le projet de ce que j'appelais un Society Sweet 16 Code. Et ça, il y a un truc à faire super. Hein. Et d'ailleurs, j'avais bossé sur un projet, notamment avec ma fille dedans. Enfin, j'avais demandé pas mal d'aide à ma gamine sur le sujet. Et effectivement, je crois qu'on touchait du doigt un truc qui était vraiment très chouette. Après, c'est des questions économiques qui font que ça s'est pas lancé. Et puis à l'époque, en fait, c'était un projet qu'on avait proposé à un truc qui s'appelait Academia. Ouais. En fait, Academia réfléchissait l'agence de pub d'Academia réfléchissait à monter quelque chose et du coup, il s'était tourné vers nous et on avait conçu ce magazine qui n'avait pas de nom d'ailleurs à l'époque, mais qui était vraiment un society pour les 15-16 ans. Quoi. Et je me rappelle, quand j'avais commencé à y réfléchir, ma fille m'avait ramené Le Monde des ados. Ouais. Et elle m'avait dit, tu vois, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est ça. Ok. Ça, c'est un magazine, c'est les parents qui pensent parler aux ados. Quoi. Elle m'a dit, c'est catastrophique. C'est vraiment... j'ai envie de déchirer chaque page. C'est nul. Ils nous prennent vraiment pour des cons. C'est insupportable. Et donc, du coup, on avait travaillé autrement. On avait travaillé comme si, finalement, c'était des gamins de 16 ans qui écrivaient leur propre scénario. Et c'était le but, d'ailleurs, c'était de dire aux gens d'Academia, c'est vos étudiants, enfin, vos élèves, qui vont faire un magazine encadré par des journalistes de Sopress, mais on le fera, c'est eux qui le feront, en fait. Et donc, ça a une double vertu, c'est-à-dire qu'il y aura une vertu éducative, on écrit des articles, on apprend à raconter des histoires, on s'intéresse à des tas de sujets qui vont nous enrichir intellectuellement et culturellement. Et en même temps, on touche les gens, on parle à notre génération, puisque c'est nous qui le faisons, donc on le fera avec notre langage, nos codes, etc. Et bon, finalement, ça s'est pas fait malheureusement. Mais je pense que c'était un super projet et je pense que ça aurait très bien marché. Et après, je veux pas faire le magazine, je veux justement pas faire le monde des ados, c'est-à-dire je veux pas faire le magazine de nous parents qui parlent aux enfants. Et malheureusement, j'ai plus 16 ans, donc nous, on est très à l'aise pour parler à notre génération. Et même moi, des fois, je me dis, je suis trop vieux pour certains trucs. Si à un moment donné, j'ai décidé de décrocher de SoFoot, c'était parce que j'étais plus assez dans le foot, et deux, si je voulais que la génération qui arrivait lise SoFoot, il fallait plus que ça soit notre langage à nous, en fait. Il fallait qu'on arrive à mettre à la tête de SoFoot des gens qui étaient plus de cette génération-là et qui avaient des codes et qui leur parlaient, quoi. Donc ça c'est toujours important de garder cet aspect générationnel, et c'est le plus dur, en fait. Je voulais te parler d'un petit truc perso, du coup. Ça va amener à ma dernière question. Moi, quand j'étais gosse, je voulais être à la base, avant d'être basketteur pro, je voulais être journaliste sportif. C'était mon kiff, je voulais être journaliste sportif. Et du coup, ma maman était directrice d'école. Donc j'avais accès à la photocopieuse, le début des ordinateurs, tout ça. Donc j'avais créé un petit journal que je vendais sur la place devant mon école, devant l'école de ma mère, en fait. Je vendais ça, je sais pas, 1 euro. On avait fait ça avec 2-3 potes. Et vraiment, c'était un kiff. Alors après, il y a eu le basket, donc j'ai commencé à être bon au basket. Donc finalement, j'ai voulu être basketteur pro. Mais admettons, j'aurais pas eu ça. Donc ce serait quoi ton conseil au gosse de 10 ans là, qui faisait son propre journal? Ce serait quoi ton conseil pour lui dire, quand il démarre ça, tu lui donnerais quoi comme conseil? Si c'était ton enfant ou si c'était un gosse comme ça que tu croisais? De se dire que, en fait, tant que tu ne pas voir trop loin, en fait. C'est-à-dire que fais les trucs petit à petit. Nous, ce qui a marché, je pense, c'est que jamais on s'est projeté en se disant, on va faire un business plan pour dans 5 ans, ça sera ça. Tu vois, finalement, tout ce que j'ai appris en école de commerce, on ne l'a pas fait, en fait. On a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on l'a fait en se disant, on le fait pour se marrer, et puis sans se dire, il faut qu'on en vive. Il faut qu'il y ait tant de personnes il faut structurer comme ci, comme ça. On s'est dit, voilà, on a envie de raconter ces histoires, on les raconte, et puis, Inch'Allah, ça marchera pas, tant pis, on fera autre chose. Et en fait, je crois que c'est quand même le meilleur moyen pour que ça marche. C'est-à-dire que tu le fais par pure passion, quoi. Et quand tu fais par passion, tu as des chances que c'est pas la garantie du fait que ça marche. Mais au moins, si ça marche pas, tu seras pas déçu. Et puis ça peut être que
ce sera plus facile de parler aux gens s'ils sentent qu'il y a quelque chose d'authentique et de très une conviction forte à l'intérieur du canard, quoi. Et après, tu vas petit à petit, tranquillement, tu franchis l'étape, comme nous, hein, tu fais le fanzine, et puis après mettre un magazine dans les kiosques, c'est pas très compliqué, hein. C'est trouver un imprimeur, c'est assez simple. Le modèle économique, il est très simple, c'est un truc d'épicier, hein, c'est comme vendre des bonbons, hein. T'as 3 sources d'entrée qui sont tu essaies d'avoir des abonnés, donc tu mets une feuille dans l'intérieur de ton magazine pour dire aux gens de s'abonner et d'envoyer un chèque. Maintenant, en plus, tu peux faire avec des cartes bleues et des prélèvements. Nous, à l'époque, il n'y avait pas le droit à la CB, mais tu étais obligé d'envoyer un chèque. Donc, on a un peu l'ancienne école, mais aujourd'hui, maintenant, tu peux donner ton code de carte bleue, envoyer ton code de carte bleue et puis t'abonner. Tu as des gens qui l'achètent dans des points de vente qui sont les kiosques. Et puis, tu as de la publicité. Alors après, c'est beaucoup de travail quand même, parce qu'au début, tu es un peu obligé de tout faire tout seul. Donc, il faut aller chercher des annonceurs, etc. Mais c'est toujours pareil, il n'y a personne de plus convaincant que toi si c'est ton projet, en fait. Donc, vendre de la pub au début, moi, j'avais beaucoup moins de mal à vendre de la pub dans SoFoot que les régies pub au début qui s'occupaient de SoFoot. Moi, quand j'y allais et que je racontais SoFoot au mec que j'avais en face de moi, il se disait, ok, il avait envie de participer au projet. Là, il se disait, bon, le mec, il est habité par son truc, je vais lui donner un peu d'argent, quoi. Et, quand tout à coup, tu avais un commercial qui venait et qui essayait de lui vendre son truc, bon, bah, il disait, oh là, il est relou, lui. Je vois. Il casse les couilles avec son truc, donc il lui achetait pas, quoi. Donc, au début, il faut vachement porter les projets, quoi. C'est sûr que tu passes beaucoup de temps et qu'au début, tu te payes pas, donc il faut avoir un job à côté. Donc Mais bon, quand c'est une passion, tu as des gens qui sont passionnés de modélisme, ils passent leur vie à faire du modélisme en dehors de leur boulot. Donc, tu as un boulot alimentaire au début, tu fais ça, et puis quand le truc marche suffisamment, tu n'as plus besoin de ton boulot alimentaire, tu fais que ça, puis après tu embauches tes potes. Et tu commences par embaucher tes potes et après tu te payes, d'ailleurs, c'est mieux, c'est plus sain. Et puis petit à petit, ça grandit. Faut pas payer les chefs avant les Indiens, t'as dit. Non. Il y a 2 trucs. Faut pas payer les chefs avant les Indiens, et attention à trop de chefs, pas assez d'Indiens. C'est pas mal ça. Si tu commences à avoir des trucs, il y a une espèce de fantasme. C'est souvent les gens, quand ils montent des projets, ils aiment bien être chef, et puis qu'il y ait 10 000 sous-chefs, et des sous-chefs de sous-chefs, et des assistants. Tu sais, le mot assistant, je vais passer mon assistante. Ça, c'est vraiment et ça, c'est horrible, en fait. Je crois qu'il faut surtout pas faire ça, en fait. C'est vraiment atroce. Au mieux une bande d'Indiens qui a envie de faire un casse, que d'avoir 10 000 chefs qui ont tous envie de chefer. C'est un peu à contre-courant de l'école de commerce. C'est à contre-courant, en tout cas, de l'image qu'on a des écoles de commerce. Oui. Après, moi, finalement, je me rends compte qu'en école, ce qu'ils m'ont appris, c'est que porter un projet, c'était se battre pour son truc, en fait. Que si tu y croyais, fallait te battre pour le truc, et puis que ça finirait par marcher, quoi. En tout cas, à l'école où j'étais, ils avaient un truc qui était quand même assez sain à ce niveau-là. Et il n'y avait pas un espèce de modèle de pensée très affirmé, etc. D'ailleurs, c'est une école d'où sortent beaucoup d'entrepreneurs. En fait. Parce qu'ils ont tendance beaucoup à te dire, si tu as un projet et que tu y crois, fonce, vas-y, défonce-toi, il y aura toujours... Et alors après, ils te donnent des clés, ils t'apprennent les rudiments du marketing, machin, du truc, etc. Donc, tu apprends quand même des choses. Et puis, un truc très con aussi, quand même, mais qui est très important, c'est qu'ils t'apprennent à savoir compter. Et c'est quand même hyper important. C'est sûr. De savoir compter et de savoir compter vite, quoi. Mais, parce que sinon, tu peux vite te planter. Mais sinon, pour le coup, ils m'ont pas trop appris... ils n'ont pas trop déformé ils ont plutôt été... c'est plutôt une école bien à ce niveau-là. Je les en remercie. Salut, c'est Franck Hanez, suivez Grandir sous la même étoile.